Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro là à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 DMG TV. Donc tu peux nous suivre aussi sur Facebook DMG TV ou sur TikTok DMG TV, où on fait les directs tous les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc aujourd'hui on va écouter 10 histoires de WhatsApp. Donc ceux qui n'aiment pas monter en direct, ceux qui ont la frousse, le crack, n'arrivent pas à s'exprimer devant les gens, envoyez votre histoire au numéro le plus à l'écran là. On va jouer ici sur YouTube. Donc on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, je suis comme on dit, une auditrice qui vous écoute avec beaucoup d'attention et j'aime bien parce que ça me rappelle mon enfance avec Patrick Nguemandong du Gabon. Et c'est vrai que ces histoires faisaient beaucoup plus peur parce qu'avec les sonorisations qu'il mettait, voilà. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité qui nous est tous donnée. C'est une plateforme où on peut sensibiliser à travers les récits des uns et des autres. Ça nous éveille et voilà. Donc bravo, félicitations à vous. Et je salue tous les auditeurs et toutes les personnes qui vont avoir accès à cette onde de propagande. C'est vraiment une très bonne chose. Voilà, donc je disais que je suis du Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, dans la capitale économique. Et j'ai une histoire à vous raconter aujourd'hui. Et j'espère que je serai beaucoup plus lucide, en tout cas. Parce que ça date quand même depuis 2014. Voilà, 2012, 13, 2014. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? Nous étions en pleine pause au service, on était en train de manger. C'est notre collègue qui va arriver. Et comme on avait 2h30 de pause, donc quand il arrive, il nous raconte, il dit « Ah, vraiment, j'ai eu un vécu vraiment traumatisant et ça m'a vraiment choqué. » On lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il nous raconte. En fait, lui, comme il était sorti avant tout le monde, donc en rentrant aussi de qu'on appelle de sa pause, il a dit « Bon, écoute, je vais rapidement au bureau et puis... colmater quelque chose qui n'avait pas fini. » Et voilà, il tombe sur une histoire du genre, c'est une dame en fait qui raconte l'histoire de ce qui s'était passé dans sa vie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, cette dame-là, en pleine ville, elle était en train de marcher dans ses courses et tout. C'était une femme qui avait une situation financière stable, qui avait une situation maritale stable, qui avait une situation, comme on dit, de nos jours. Elle avait vraiment réussi plus ou moins sa vie par rapport à son niveau ou son train de vie. Donc ce jour-là, en passant par cette route-là, elle va croiser un handicapé. Donc l'handicapé, du genre, vous voyez, le genre d'handicapé qui n'a que des appuis, les mains. Mais les deux pieds ne peuvent rien faire. Donc du coup, en bougeant les mains, il bouge aussi le bas. Ça veut dire qu'il n'a accès à ses mains qui sont solides pour pouvoir bouger. Donc c'est ce genre d'handicapé-là. Donc elle tombe sur ce monsieur et le monsieur faisait la manche. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde dans son porte-monnaie avec son cœur d'amour qu'elle avait. C'est sûr que l'apparence du monsieur l'avait touchée ou bien elle était sensible. Elle ouvre son porte-monnaie pour pouvoir donner quelque chose à ce monsieur. Elle se rend compte qu'elle n'avait rien d'autre que des pièces. Et la plus grosse pièce dans son porte-monnaie, c'était, comment on appelle, c'était une pièce de 500. Et elle va prendre ces 500, elle va dire « Ah, vraiment, je n'ai pas grand-chose dans mon porte-monnaie. » Et donne les 500 à, comment on appelle, à ce monsieur-là. Et elle part. Et donc, les rendez-vous qui venaient après cette rencontre avec le monsieur, et il y a eu, comme on dit, des problèmes en fait. Donc, comme on dit, un renouvellement des échecs. Ça dit qu'elle a commencé à avoir des problèmes dans son ménage, au boulot, c'était pas possible. Dans les contrats qu'elle avait à l'extérieur par rapport à son business, tout n'allait plus en fait. Elle avait perdu presque la majorité de ce qu'elle avait acquis par sa sueur. Donc, tout ne marchait pas du tout.
Comme nous le connaissons tous, en Afrique, on a toujours 1 ou 2 personnes qui constatent et qui posent des questions directement pour avoir un retour et pouvoir nous aider. Et finalement, c'est son ami qui va tendre un peu plus ou moins l'oreille à son problème. Et elle va dire, mais ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, elle était en train de se plaindre et devait maintenant la banque, elle avait beaucoup de prêts. La dame dit, non, c'est pas normal, il faut qu'on aille vérifier. Et c'est ce qui avait été fait. Donc, ils vont pour vérifier et ils tombent finalement. C'est sûr qu'elle avait fait beaucoup de maisons pour savoir plus ou moins c'était quoi le problème. Et elle tombe sur ce monsieur-là. Et c'est le monsieur qui lui dit, bah, écoute, tu avais donné de l'argent à quelqu'un. Elle dit, mais je donne de l'argent à beaucoup de personnes. Disent non. Tu avais donné un jour, souviens-toi, un jour, tu n'avais rien dans ton sac, dans ton porte-monnaie. Tu avais donné une pièce de 500, une pièce à quelqu'un. Elle se souvient, dit, oui, effectivement. J'avais donné quelqu'un une pièce de monnaie vers l'hôpital à Cissé. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont de Pointe-Noire, et ceux qui se souviennent aussi de cette histoire, parce que ça avait vraiment fait beaucoup de bruit ici. Il dit, oui. Il dit, non, écoutez, la pièce que vous avez donnée à ce dernier, il n'avait jamais utilisé la pièce. Oh, mais comment ça? Il n'avait jamais utilisé la pièce. Il faut récupérer cette pièce-là, sinon vous n'allez plus rien avoir de votre vie. Elle dit, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va maintenant pour patrouiller l'handicapé. Donc, comme on dit toujours que le 9e jour, c'est pour le voleur, mais le 10e jour, c'est pour le propriétaire. Effectivement, la dame dans la ville, elle est en train de chercher avec des amis, ses frères et tout, pour chercher l'handicapé. Il vient de trouver finalement l'handicapé vers cet hôpital qui est l'hôpital à Cissé. Mais il avait plus ou moins, il s'est déplacé en allant vers, comme on dit, vers la clinique, que nous avons une clinique qu'on appelle la clinique Guénin ici. Donc, il se retrouve juste là au coin. On vient lui dire, monsieur, remets les 500. On a commencé à taper jusqu'à ce que, comme chez nous, la police est toujours là circuler. Et voilà, l'intervention est là. On dit, mais ils expliquent. Et d'où mon collègue sortait aussi par là, parce qu'il avait rendez-vous avec un client. Il vient tomber dessus sur cette histoire. Et on a commencé à frapper le monsieur. Au début, il niait, mais tellement qu'on a commencé à le taper. Il dit, attendez, je vais lui remettre ses 500, je vais lui remettre ses 500. Et elle fait rentrer la main dans son anus. Donc, excusez-moi du terme, mais j'étais choquée quand j'ai entendu ça de la bouche de mon collègue. Il a pris les 500, il a sorti les 500. Les 500 étaient devenus noirs. La pièce est devenue noire. Donc, voilà plus ou moins l'histoire. Et je suis vraiment, comme on dit, restée abasourdie. Donc c'est pour dire, c'est bien de faire le bien, mais il faut réfléchir bien avant. Il faudrait que ton intuition te demande de le faire. Si tu trouves que ton intuition refuse, ne le fais pas. Ne le faites pas du tout, parce qu'on ne sait pas à qui on tend la main, en fait, c'est ce que je veux dire. Donc je vous souhaite une très bonne écoute et puis bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Waouh! Merci beaucoup pour l'histoire. Et c'est comme pour dire aussi qu'on n'aide pas tout le monde. Tu peux avoir un bon cœur, mais c'est pas tout le monde que tu vas aider. Voilà. On passe à la deuxième histoire. Écoutez attentivement. Likez la vidéo. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Donc, on passe à la deuxième histoire. Oui, bonsoir DMJ. Je suis un fidèle auditeur qui suit tes histoires un peu tous les jours. C'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas encore vécu, la majeure partie des fois qu'on suit une histoire ici, ils vont toujours croire que non, c'est les gens qui créent. Mais moi, vraiment, pour avoir vécu une histoire pareille, vraiment, des choses mystérieuses existent vraiment. Alors, je me souviens, je vivais à Bonabéry à l'époque. Bon, à cause du métier, à cause de mon petit job que je faisais, parce que je donnais cours de répétition au quartier, et à cause de mes répétitions et de mes nombreux enfants, il y avait un monsieur qui avait ouvert un établissement à PK21. Et il était venu donc me proposer le poste de vacataire là-bas, que je vienne m'installer là-bas et essayer de prendre mon envol. Bon, une proposition de contrat que je n'ai pas refusée, j'ai suivi le monsieur. Et je suis arrivé à PK21, une zone d'abord que je ne maîtrisais pas, qui était très reculée de la ville et en plus
qui était en majorité, pas seulement en majorité, qui était composé à 90% des autochtones, c'est-à-dire les Bassa venant de là-bas. Quelques rares, je crois que dans ma posture dans mon identité de Bamoun, je crois que j'étais l'un des seuls qui vivait dans ce quartier-là. Alors, je continue donc ainsi. Je fais la connaissance de plusieurs jeunes là-bas et ils m'appréciaient beaucoup parce que à l'époque j'étais vraiment jeune pour être un enseignant, donc ils m'appréciaient beaucoup, ils appréciaient le courage et l'abnégation que j'avais et la détermination que j'avais à poursuivre dans ce corps de métier là. Alors un soir donc comme ça, après 5 mois déjà passés dans le quartier, les jeunes aimaient toujours un peu me mettre en garde quoi. Chaque fois qu'ils parlaient, quand on parlait d'un sujet, si on commence à parler d'argent, quand je suis en train d'apprécier un peu le développement de l'un ou de l'autre du quartier, on me défiait toujours en me faisant savoir qu'il faudrait que je sache où je suis et que certaines choses ne se disent pas et certaines choses même ne se voient pas, surtout dans ce quartier-ci, parce que tout le monde est protégé. Oui. Moi, je ne comprenais pas trop la signification de ça. Alors, jusqu'au jour où ma petite amie de l'époque, qui était du quartier, avec ses 2 frères, on décide de sortir donc hors du quartier. On va en ville, comme on dit, permettez-moi l'expression, comme on dit souvent, quand le quartier est reculé, on est sorti, on allait en ville. On est arrivé, on s'est amusé à Makepe, bien même, on a profité des amis à nous qui avaient organisé à l'époque ce qu'on appelle une petite partie. On est donc partis entre nous les jeunes là-bas, on s'est amusé, on rentrait donc. Il était, j'ai très bonne mémoire, il était presque 1h du matin quand le Beskineur dont nous laisse à l'entrée du quartier, il dit qu'il ne peut pas aller plus loin à cause d'un problème d'éclairage. Donc, sur une petite distance à l'entrée du quartier, il n'y avait pas d'éclairage, mais un peu plus devant, il y avait les lampadaires qu'on mettait on mettait en route là. Et comme je vous rappelle, pour des personnes qui connaissent PK21, c'est traversé par une nationale, je crois, qui mène dans les villages comme aider à là-bas. Donc, c'est donc ça que... Donc, il y avait donc les lampadaires qui éclairaient sur la grande portion. On finit, on est en train de descendre tout joyeux. On est en train de descendre pour prendre le virage qui menait dans la cité où je louais et où ceux-là aussi habitaient. Dès qu'on arrive à un niveau en pleine route, on traverse l'endroit où il y avait de l'obscurité. J'aperçois venir au loin une grande mère qui marche après, donc qui marche très lentement. Vraiment, ce n'est pas que... Elle marchait très lentement et en plein milieu de la route. Imaginez-vous, il est presque 2h du matin ou 1h30. Vous êtes en train de rentrer, vous les jeunes. Une grand-mère toute de noir vêtue avec un foulard. Donc, elle est tellement vieille. Cette grand-mère était tellement vieille parce qu'elle était vraiment vieille. On pouvait dire que ce qui pouvait justifier la lenteur avec laquelle elle avançait. Parce qu'elle était vraiment vieille, presque courbée. Mais la question était que, en plein milieu du national, elle sortait d'où à cette heure? Moi donc, je ne suis pas autochtone des lieux. Donc, en termes de protection, etc. et des histoires qui se racontent là-bas, des légendes qui circulent là-bas, je n'étais pas trop au courant. Donc, je prends panique, je prends peur. J'appelle les autres derrière moi pour savoir s'ils ont aperçu comme moi la mère qui est en train de venir au loin là-bas. Directement, quand je leur fais signe, ils se tournent, ils se placent tous devant moi. Donc ils font comme une aire de protection, comme une barrière de protection devant moi, me disant que je ne regarde plus dans la direction là. Que je ne regarde plus. C'est donc, c'était pas, ils me flattaient pas. Ça c'était des ordres qui m'intimaient. Que ne regarde plus là-bas, ne regarde plus là-bas. J'ai donc baissé la face. Je regardais directement vers le caniveau qui était juste à côté de la route. Et eux maintenant de prendre le relais en commençant à dire en leur patois. Ils parlaient en leur patois. En lui demandant qu'elle veut quoi. Oh, elle veut quoi. Ils n'aiment pas voir une nouvelle personne arriver au quartier. Elle apparaît déjà pour venir, puisque j'étais devant quand on venait.
Donc elle apparaît déjà maintenant pour venir. Que ça ne va pas marcher comme ça. Je suis venu pour l'éducation des enfants de là-bas. Je suis venu pour l'éducation, etc., etc. Je vous dis comme par magie, comme ça. Dès que les gars me disent maintenant que, gars, marchons maintenant vite, ils quittent devant moi. Je n'aperçois plus la mer. J'étais, je sais pas. J'avais toute la chair de poule, toute la panique. Je venais d'assister à un truc que non, jamais de ma vie, je ne croyais que non. J'avais tout cru au mythe et aux légendes, mais je n'avais jamais cru que je devais vivre une histoire comme ça en face. Donc vraiment, j'avais peur. Du coup, j'arrive, parce que à cette époque-là, je louais, on m'avait, mon chef, qui était mon recruteur, le directeur de l'établissement, avait loué pour moi une chambre et un salon dans une mini-cité. J'arrive directement à la maison, j'ai peur, je tremble. Et chez moi, il n'y avait pas encore, l'éclairage n'était pas encore dans toutes les pièces, donc il y avait juste une ampoule au salon au moment là. Tout me semblait obscur, mes yeux tournaient, donc je tremblais, j'avais une sueur qui dégagait sur moi et pourtant j'avais tellement froid. Je me couche. J'ai dit que l'image de cette femme-là, je ne savais pas que ce jour-là, comme j'ai aperçu seulement cette femme-là, elle devait me gâcher 3 années. 3 années de ma vie. Seulement cette soirée-là, parce que je suis arrivé dans ce quartier sans protection et on a constaté que j'étais comme un livre. Parce que moi, je n'étais pas quelqu'un qui croyait trop à ces choses de superficie, de la magie ou des protections, etc. Non. Mais 3 années de ma vie, quand j'arrive depuis le jour où j'entre à la maison comme ça, le lendemain, j'attrape une maladie, j'attrape un palu. 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça ne va pas, ça ne fait que se compliquer. On contacte mes parents, ils viennent, on me délocalise même pour me ramener chez les parents à la maison. Dès que j'entre dans la maison des parents, c'est là où la parole s'arrête. Je ne peux plus parler. Je suis couché là, je n'ai aucune force. Dans la nuit, tout le monde est là en train de regarder la télévision au salon, mais moi je vois la dame qui est placée juste devant la porte à l'entrée et elle me regarde. Au moment où je commence à taper, je transpire, on se dit peut-être que non, c'est ma maladie qui est en train d'augmenter trop fort sur moi, on prend la serviette, on met sur moi, on met. Mais je suis plutôt en train de leur dire que là voilà qui monte les escaliers pour aller à l'étage supérieur. Pour faire quoi? Bon, j'ai fait 3 ans de maladie. On a essayé de soigner normalement comme il fallait. Jusqu'au jour où on fait remis. Mais mon père, même comme il était net comme moi, puisque c'est lui qui m'a donné cette éducation-là, de ne pas croire toujours, mais donc les marabouts font quoi. La médecine et la science, c'est toujours la meilleure formule. Quand il a décidé en ce moment-là, quand il voyait qu'il me perdait déjà de se remettre vers à la tradition, c'est là qu'on m'a ouvert la bouche et j'ai pu tout expliquer. On m'a donc blindé, tout ça, tout cela, tout ça, on a fait tout. Donc vraiment pour dire que ça existe vraiment. Donc faites très attention quand vous arrivez dans un nouveau quartier. Ne soyez pas trop curieux et vraiment renseignez-vous vraiment parce que la magie, ça existe. Merci beaucoup pour l'histoire, merci. Et qu'est-ce que vous pensez en commentaire? On passe à la 3e histoire. 3e histoire. Bonjour à tous, bonjour à la famille DMG. Bonjour DMG. Bonjour. En fait, j'ai décidé de vous raconter notre histoire en fait. Tout d'abord, moi je suis au Gabon et je suis initiée. Et chez nous, il y a ce qu'on appelle la cithare. La cithare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, je veux dire une harpe sacrée, genre comme un instrument de musique et autres. Et un jour, on était assis à la maison parce qu'on venait de terminer une veillée. Et on était assis à la maison, tranquille. On voit un monsieur qui crie. Il est en train de crier. Oh, aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. On sort pour voir
Qu'est-ce qui se passe avec le monsieur? On constate que le monsieur a la cithare en main. En fait, c'était notre cithare, la cithare du temple, qu'il avait en main. Maintenant, il était en train de transpirer, il était fatigué. Le monsieur avait même déjà pissé sur lui. On pose la question à ma mère spirituelle. Elle voulait aller prendre la cithare. Elle n'a pas réussi à prendre. Le monsieur avait ça en main. Il était complètement fatigué, je vous assure. C'est là d'où on décide d'aller au temple afin que le monsieur puisse expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'il a la cithare en main et pourtant la cithare, normalement, elle a sa chambre. Et on appelle ça, en fait, c'est une chambre sacrée. Là-bas, on n'entre pas n'importe comment. Pour rentrer là-bas, tu dois être pur. Si tu es sale, tu n'entres pas. Le monsieur avait ça en main, on a décidé d'aller au temple afin qu'il puisse nous expliquer parce que tout le monde est étonné. Mais comment ça se fait que toi, tu as la cithare en main? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là de nous raconte que normalement, il est venu pour voler à la maison. Ce monsieur-là, c'était un voleur. Il est venu voler à la maison. Mais comme il n'a pas pu entrer parce que il y avait tellement de monde, il ne pouvait pas rentrer. Donc, il est rentré dans la maison de la cithare. Il avait une petite chambre, une belle chambre, je vous assure. Il est rentré, il a vu qu'il y avait les habits des esprits et autres. Il n'a pas touché. Il voulait prendre les habits des esprits parce que c'est cher en fait. Il a commencé à prendre les habits des esprits. Après, lorsqu'il regarde, il voit que la cithare est là et il se dit que non, moi je vais aller revendre ça parce que c'est que ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher ici au Gabon, ça coûte vraiment cher. C'est comme ça qu'il prend la cithare, il descend avec en cachette, il cache la cithare. Il va avec ça à la maison. Il était tellement fatigué. Il raconte que lorsqu'il a soulevé la cithare pour emmener chez lui, elle ne pesait pas. Elle n'avait aucun poids. Arrivé dans sa maison, il était tellement fatigué, il a décidé de dormir. Lorsqu'il dort, il entend une voix qui dit « Mais qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi tu m'as emmené ici? Ramène-moi chez moi. » Le monsieur ne comprend absolument rien parce qu'il se dit que, bon, peut-être c'était un rêve. Il ne comprenait absolument rien. Il se réveille. Il entend encore « Ramène-moi chez moi, sinon je vais me mettre en colère. » Le monsieur ne comprend rien. Il dit « Mais attends, qu'est-ce que je suis allé soulever? » Il entend encore la voix qui dit que « Ramène-moi chez moi. » C'est là qu'il avance maintenant vers la cithare. Il écoute encore. Et dit encore, c'est moi qui te parle. Ramène-moi chez moi. Il pisse dans les habits. Comment ça? Parce que la cithare, d'abord, elle est vraiment gentille, je vous assure. Pour ceux qui sont initiés, ils savent. Elle est très gentille. De la même manière qu'elle est gentille. C'est de cette même manière aussi qu'elle est méchante. Alors, monsieur décide de prendre la cithare et de ramener à la maison. Dès qu'il soulève la cithare, je vous assure que elle pesait jusqu'à monsieur dit que non. Depuis que je suis née, je n'ai jamais soulevé quelque chose d'aussi lourd. En même temps qu'il a soulevé pour emmener au temple, elle était en train de le taper. Elle le tapait jusqu'à... Et pourtant, il ne restait pas loin. Mais il a vu le chemin là. Comme s'il ne devait jamais arriver. Il était en train d'être tapé correctement. Il pleurait. Tout le monde regardait. Mais tu as quoi? Tu as quoi? Mais sauf que les plus grands, ils savaient déjà ce qui était en train de se passer. Ils ont suivi le monsieur jusqu'au temple. Dès qu'on regarde, on demande, mais attends, c'est quoi le problème? Ma mère spirituelle veut prendre la cithare. Elle refuse, pas du tout. Allons-y au temple. Arrivé maintenant au temple, la cithare demande que non. Comme il a pu me voler, il m'a emmené. Il était impur, il m'a touché. Ça ne se fait pas. Donc le monsieur devait maintenant organiser une veillée afin de pouvoir calmer l'esprit. Il a organisé la veillée et il n'est pas sorti du temple, je vous assure. On a fait ce on a dû faire et autres. On a déposé la cithare tranquille.
Mais le monsieur n'est pas sorti du temple. Il est resté. Je vous assure que jusqu'à présent, ce monsieur-là, quand il me voit, il dit que plus jamais je ne veux plus toucher quelque chose de sacré. Parce que nous tous, on était étonnés. Moi-même, deux fois, je suis impure même. J'entre dans sa maison comme ça, mais je ne comprenais rien. J'entrais et plutôt je savais que c'était interdit. Mais depuis que le monsieur a expliqué son histoire, je vous assure que dès que c'est que je suis impure, je ne suis pas propre. Je ne mets jamais les pieds là dans sa maison. Jamais. La morale de l'histoire, c'est pour vous dire quoi? Nous sommes tous africains et nous avons des traditions. Et on ne doit pas négliger nos traditions en fait. Tout ce qui est sacré qu'on dit au monde, ne n'est pas touché. C'est pas la peine de faire la tête dure et aller dire que non, je vais toucher. Ce n'est pas bon. En tout cas, voici ma petite histoire que je voulais vous raconter, que j'ai eu à vivre. Et moi-même aussi, ça m'a servi de leçon. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la quatrième histoire. Quatrième histoire. Bonjour, bonsoir. Donc, je tiens à préciser que c'est pour moi déjà la première fois de participer à cette émission. La chaîne YouTube, je l'ai découverte, ça fait pas longtemps. Je la connaissais pas. Ça fait quelque temps que je l'ai découverte et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc, j'ai décidé de participer moi aussi. Partager une expérience personnelle. J'ai plusieurs histoires, mais aujourd'hui, je vais raconter celle qui m'est arrivée lorsque j'étais étudiante. Alors donc, lorsque j'ai eu le bac, j'ai quitté mon pays. Je suis de l'Afrique centrale et je suis venue au Sénégal. J'ai passé une année au Sénégal. Je m'étais tissé de liens d'amitié avec pas mal de filles. J'ai dû quitter le Sénégal pour aller poursuivre les études au Maroc, à Casablanca. J'y ai passé 3 ans. Et après, il y avait lieu de revenir sur Dakar pour faire la dernière année. Voilà. Je suis revenue sur Dakar. Mais en revenant sur Dakar, j'avais contacté une de mes connaissances, une amie à moi, pour venir séjourner chez elle. Et après, le temps de m'organiser, vous voyez un peu comment ça se passe avec les étudiants. Lorsqu'on est à l'étranger, on est hébergé 1, 2, 3 semaines, 1 mois, le temps de retrouver un peu les repères et puis de se mettre un peu à son compte. Voilà. La fille, c'est une bonne amie, elle n'avait pas de problème, hein. Elle m'a dit de venir, il n'y a pas de problème, tu peux venir t'installer chez moi. De toute façon, c'est une chambre que je paye la fin du mois, mais je vis plus là-bas parce que je me suis installée avec mon petit ami, mais j'ai quelques effets là-bas. Ça m'a pas intrigué, ça m'a pas paru bizarre. Je débarque en plein Dakar, j'arrive à la maison prévue, voilà. Vers 2h, 3h du matin, j'ouvre le portail, sauf que au Maroc, mon téléphone était tombé en panne. Heureusement pour moi, parce que j'avais cette habitude-là de mettre déjà les numéros de téléphone dans un bloc-notes. Donc son numéro était sur un dans le bloc-notes. Et je me suis dit, bon, 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je connaissais les anciens occupants des lieux. Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes? Est-ce que ces personnes n'ont pas changé de chambre? Est-ce que ces personnes n'ont pas arrêté, changé de pays ou autre? Mais il se faisait très tard, c'est pas une heure adéquate, appropriée pour déranger les gens. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai longé le petit hall d'entrée qui était très sombre. J'ai stocké mes bagages. J'ai pris les marches d'escalier. Je m'étais dit dans ma tête, la première porte qui va me tomber sous le nez, ou là où mon esprit va me guider, là où je vais me sentir en connexion, et puis je vais foncer à cette porte-là. Je monte les marches d'escalier, premier étage, je fais face à une fenêtre, et je vois dans la fenêtre, dans la chambre, une lumière tamisée. Donc je précise que l'immeuble est construit, il y a que des chambres. C'est un monsieur de l'Afrique centrale aussi, un Congolais qui a construit cet immeuble. Et les personnes qui y habitent sont pour la plupart des étudiants. Mais après, je m'étais dit, la porte, je vais sonner à cette porte-là, la fenêtre, elle fait face, et puis il y a de la lumière. Apparemment, la personne ne dort pas. Vous connaissez aussi les étudiants, lorsqu'on est en cours du soir, on peut se permettre de veiller et dormir la journée avant d'aller à l'école et tout. J'ai frappé à la porte, j'ai toqué à la porte peut-être 4 fois, 3 fois, voilà. J'ai entendu une voix
qui me disait derrière, c'est qui? Une voix imposante quand même. J'ai fait la petite voix, oui, excusez-moi, je voudrais me renseigner. Je suis une amie à telle, et donc je viens du voyage, je suis avec mes effets. Je cherche un téléphone pour la contacter de manière à ce qu'elle puisse venir m'ouvrir la porte et tout. Le gars est venu, il m'a ouvert la porte. Il m'a donné une chaise pour que je puisse m'asseoir. Voilà. Et c'est là que, bon, on a noué d'amitié un peu, des présentations. Il m'a donné le téléphone, j'ai appelé la fille qui est venue, qui m'a logé dans sa chambre. La chambre était toute poussiéreuse comme une chambre abandonnée. J'ai fait ma prière vite fait, j'ai dormi. Le matin, j'ai fait le ménage. Après avoir fait le ménage, la nuit, déjà le garçon est venu me rendre visite après ses cours. Voilà, il allait au cours du soir, il est venu me rendre visite, on a discuté un peu, on a sympathisé. J'ai bien vu qu'il a commencé à s'intéresser à moi. Moi, j'avais personne aussi à l'époque, pourquoi pas. Et donc, pour ce qui concerne la chambre, peut-être 2 ou 3 jours après, moi je suis une croyante, je fais mes prières le soir avant de dormir. Hein. Après 2-3 jours, un jour je dormais, j'ai prié. Je m'étais couchée face à la porte. Et puis j'ai senti comme des frissons dans mon dos. Je m'étais retournée pour montrer le fer d'eau. Le dos était face à la porte cette fois-ci. Je ne regardais plus la porte de face, mais de dos. Et comme dans un rêve, je vois quelqu'un derrière la porte. La personne, elle a la clé de la chambre. Elle est en train d'ouvrir la porte. Elle entre. Un homme vêtu de noir de la tête aux pieds, qui fait le tour du propriétaire. Et derrière, le premier jour, il s'en va. Je me réveille, je dis, c'est quoi ce rêve que j'ai fait aujourd'hui? Une personne qui rentre comme ça et qui ressort comme ça, c'est bizarre quand même. Et après, je me suis dit, ben tiens, c'est un rêve. Avec la fatigue du voyage et tout ça, le stress et tout ça, peut-être. Le deuxième jour qui a suivi, la personne est revenue. Elle est rentrée, elle a encore fait le tour du propriétaire comme quelqu'un qui cherche quelque chose dans la maison. Et elle est repartie. Un autre jour, il est revenu. Toujours vêtu de noir, on ne voit pas les yeux. Il parle. Il a commencé à parler en me disant, « Mais toi, tu fais quoi dans cette maison? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu sais que dans cette maison, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie. Dans cette maison, on est comme condamné. Moi, je vais te dire qu'ici, tu n'as pas de place. Moi, je te le dis déjà. Il faut partir. Il faut partir parce que toi, tu n'as pas de place dans cette maison. » Il a fini de parler. Toutes les fois qu'il rentrait dans la maison, j'étais comme condamnée. J'étais comme immobilisée. J'étais comme liée. Je sentais des frissons de la tête jusqu'à de la pointe la pointe du cheveu jusqu'au petit orteil. J'avais des frissons. J'ai décidé d'en parler à ce garçon qui me courtisait. Je lui ai dit, écoute, dans ma chambre, il se passe quelque chose. Ça s'est répété à 3 reprises, mais la 3e fois, le monsieur a parlé. Alors, lui, pendant ce temps, il avait aussi reçu un de ses cousins dans sa chambre. Il m'a dit, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller prendre un verre, et puis mon cousin va venir dormir dans ta chambre. Toi, tu peux passer la nuit avec moi, en bas. Moi, j'étais au 3e étage, eux, ils étaient au 2e étage. Donc, on s'est concerté comme ça, le cousin a accepté de passer la nuit, et moi, j'ai dormi chez lui. Moi, j'étais pas bien. Je savais que le cousin allait revenir. Je me disais, c'est pas des hallucinations. Cette chose est tellement réelle quand elle vient, je la sens. Et je peux pas me retourner pour la regarder de face ou pour me réveiller et voir. Je suis immobilisée sur place, j'arrive à rien faire. C'est comme ça que le cousin, il est allé dormir. Il avait pris beaucoup d'alcool. Le cousin est allé dormir. Il a débarqué à 5 heures du matin. Il a frappé à la porte. Ouvrez! Ouvrez-moi la porte! Ouvrez-moi la porte! Je viens de me bagarrer avec quelqu'un. On lui ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi de l'eau à boire. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Il y a un homme en noir qui est rentré, vêtu de noir de la tête aux pieds, et on s'est un peu pris la tête tous les deux, on s'est bagarré. J'ai regardé le mec qui était avec moi, il m'a regardé, il avait tout compris. Donc nous, on a fait croire au cousin que c'était par rapport au fait qu'il ait pris beaucoup d'alcool le soir, mais nous, on savait en réalité que c'était réel. On savait que c'était des faits réels qu'il avait vécu et que moi aussi j'avais déjà vécu. Mais je n'ai jamais pu dire, au moment où je vous raconte, j'ai même la chair de poule sur mon corps. Je n'ai jamais pu dire à mon ami ce qui se passait dans ma chambre. Mais je m'étais quand même posé des questions. Comment une personne peut payer un loyer et elle a abandonné la chambre? Il y avait de la poussière partout.
Pourquoi est-ce qu'elle a quitté la chambre, une chambre avec une salle de bain, un bon balcon, bien présentable, pour aller vivre avec son petit ami et elle paye le loyer chaque fin du mois? Si la maison ne t'intéresse plus, le mieux sera de partir. Elle n'avait plus d'effet dans cette maison. Je me suis dit peut-être qu'elle était terrassée par ce démon, peut-être que c'est son démon, ou le démon du propriétaire de la maison, ou le démon de tous ceux qui sont passés dans cette chambre. Je ne savais plus quoi dire. J'avais décidé de déménager. Donc un peu... la morale de l'histoire est que prenons garde à nous quand nous entrons dans des maisons que nous ne connaissons pas. Essayons quand même de... Moi je suis catholique, donc faire bénir une maison et prier. Parce que le monsieur m'avait carrément dit que j'avais pas ma place. Je sais pas ce qu'il recherchait. Et qui cherchait. Et pourquoi. Mais je pense qu'il y a un petit détail qui m'a échappé. Le monsieur m'avait dit qu'on l'avait tué dans le rêve. Je crois qu'il m'a dit qu'il est mort, on l'avait tué. Et comme si, parfois il y avait des, vous savez les rêves, parfois c'est un peu clair, parfois c'est un peu sombre. C'est comme s'il m'avait précisé que quelqu'un l'avait tué. Est-ce que c'était dans la maison? Je ne sais plus. Donc c'était un peu tout ce que j'avais envie de partager avec vous. J'ai d'autres histoires, je vais certainement revenir. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci pour la force. Et vraiment, on attend des autres histoires avec impatience. Qui sait, peut-être le gars est mort dans la chambre là. Peut-être c'est la fille, ton ami qui l'a tué. Peut-être. Voilà. Dites ce que vous pensez en commentaire aussi. Hein. On passe à la 5e histoire. Bonjour, Mbolo Samba, toute la famille, à DMJ TV. Merci pour la plateforme que vous m'offrez afin de m'exprimer. Merci. Les papas, les mamans, permettez-moi, je voudrais attirer votre attention à tous. C'est pas méchant, bien sûr. Donc, je voudrais juste dire que la répétition dans mes histoires, c'est tout simplement parce que tout le monde n'a pas la même capacité de comprendre au premier coup. Étant enseignante que je suis, j'ai toujours l'habitude, je prends toujours l'habitude de répéter une explication 1 ou 2 fois. Voilà, afin que le message soit bien véhiculé, afin que tout le monde soit à jour. D'où on a souvent les redoublants. Parce que, tout simplement, ils n'ont pas compris vite, pas qu'ils sont bêtes, bien sûr. Donc voilà, et aussi pour ceux-là qui ont des problèmes d'ouïe, et aussi pour ceux-là qui prennent l'émission en cours. Voilà, et le plus important, c'est que je respecte mes 10 minutes qui me sont accordées, de garder mon dynamisme du début à la fin, afin que l'histoire n'endort pas. Merci encore pour la compréhension. Je suis contente d'être là encore parmi vous aujourd'hui et de vous raconter une histoire que je vais intituler « Le geste fatal ». C'est l'histoire d'un couple qui était des voisins, un couple voisin. C'était un couple adorable, sans histoire. Ils vivaient là avec leur petit garçon. Le mari, c'était un fumeur. Il fumait la cigarette. Il faisait comme métier réparateur des fours à pain, réparateur des machines à pain. Donc dans les boulangeries, on l'appelait là quand il y avait des machines en panne et c'est lui qui allait les réparer. Il était réputé, c'était un très bon professionnel. C'était un vieux fumeur qui fumait déjà depuis plus de 20 ans. C'était un monsieur, il était dans la quarantaine. Donc il fumait depuis plus de 20 ans. Et il faisait le même travail là aussi depuis plus de 20 ans. Il savait pertinemment, il savait très bien dans sa tête que les comestibles et l'inflammable, c'est strictement interdit, ça ne colle pas. C'est une règle qu'il avait toujours ancrée dans sa tête, qui était toujours ancrée dans sa tête. Une règle qu'il avait toujours respectée. Maintenant, c'est comme ça un jour, il reçoit un coup de fil où un boulanger avait besoin de lui pour réparer une de ses machines qui est en panne. C'est comme ça le voisin là démarre son véhicule. Il part. Il arrive à la boulangerie. Donc, autour de cette boulangerie, il y avait des commerçantes qui vendaient des fruits et légumes. C'est comme ça, il arrive, il gare, il prend son matériel, il entre dans la boulangerie, il monte à l'étage où était située la machine en panne, qui était en panne. C'est comme ça, il arrive là,
il commence son bricolage. Après, tout d'un coup, il allume sa cigarette. Comme ça, on entend seulement boum, explosion fatale. Donc, à l'intérieur, à l'étage où il était là-bas, la fenêtre de l'étage là était en baie vitrée. Donc, dans l'explosion, la fenêtre s'est brisée, le verre s'est brisé. Et donc, les boules de feu se sont mélangées avec les verres là et sont tombées à l'extérieur sur une des commerçantes qui était là, qui vendait ses fruits et légumes. C'est comme ça, c'est la panique générale. Donc, on appelle maintenant l'ambulance et tout. On vient les ramasser là. La commerçante, elle était et blessée et brûlée. Lui-même qui avait causé l'incident était brûlé au 3e degré. C'est comme ça on les transporte là en urgence à l'hôpital. La commerçante, malheureusement, elle décède en cours de route avant même d'arriver à l'hôpital. Elle rend l'âme. Le monsieur, lui, il entre dans un coma pendant 4 jours comme ça. Il est dans le coma. Donc, ce qui le réveille du coma, c'est un cri effroyable. Ah! Les infirmiers, les médecins accourent. Monsieur, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Elle est là! Elle est là! Ça va aller, monsieur, calmez-vous. Me calmez! Mais je vous dis qu'elle est là! Comment ça, vous ne la voyez pas? Calmez-vous, monsieur, ça va aller. Donc, c'était même comme ça, avec sa femme, quand elle allait lui rendre visite. Jusqu'au bout de la 2e semaine, à son tour, il est décédé. C'est comme ça maintenant que c'est sa femme maintenant qui nous avait raconté que il est là, qu'il voyait là. C'était la commerçante là en question, décédée, qui venait le chercher. Donc, du genre, moi, je vais prendre ta balle perdue et toi, tu veux t'en tirer quoi? Jamais, papa. On va aller ensemble. C'est ton pied, mon pied. C'est comme ça l'histoire du papa là. Comment il est devenu ma boule tout d'un coup. Maintenant, la moralité de cette histoire, c'est de vous dire qu'on n'a pas affaire ici au physique. Justement, on n'a pas affaire au physique. Donc, ne voyons pas la cigarette. Ce n'est qu'une raison pour le sorcier de justifier à ceux-là qui ne comprennent pas justement que la sorcellerie existe. Oh, mon Dieu! De quoi il est mort? Il fumait et c'est comme ça qu'il s'est explosé. Voilà les raisons de sa mort. Alors que le malin est déjà passé derrière pour opérer. Mon frère, ma soeur, c'est les raisons de ta mort qui peuvent manquer. Les raisons de la mort de quelqu'un ne peuvent pas manquer. C'est comme disait DMJ que même la bouillie, quand le jour de ta mort a sonné, même la bouillie que tu avales là peut te casser une dent. C'est pareil aussi que même l'eau, la simple eau que tu as l'habitude de boire, peut t'étouffer et tu vas mourir. Quelqu'un qui avait toute sa tête, il devient cabri comme ça tout d'un coup, jusqu'à en mourir. Et comme si cela ne suffisait pas, il entraîne encore l'autre avec lui, seulement parce que elle était au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc voilà, restons toujours en prière quotidienne. Merci encore de m'avoir écouté une fois de plus. Merci à vous de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Merci à DMJ TV pour tout ce que tu fais. Bisous, bisous, à très bientôt pour une autre histoire. Merci à toi d'être toujours là pour nous raconter des histoires. Eh, mais tu vas payer dans le test, mon proverbe. D'accord. Donc, on passe à la 6e histoire. 6e histoire, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Hein. Les commentaires sont ouverts pour tout le monde. Salut DMG et bonne année à toi et à tous les abonnés. Bonne année. Alors moi j'ai une histoire à partager, c'est ma propre histoire. Alors j'ai une cousine qui est un peu l'aînée de ma mère, donc du coup je l'appelle maman. Elle vit de la Belgique, moi je suis au Cameroun. Elle m'a gardée, du moins elle m'a élevée
pendant quand j'étais encore plus petite. Je pense que j'avais peut-être entre 4 ans et 7 ans. Je vivais chez elle. Ensuite, elle a quitté le pays. Donc, du coup, tout le monde savait que c'était ma maman. Bon, je pensais à l'époque que c'était ma maman. Donc, on est restés ensemble par téléphone et avec la famille. Quand je suis arrivée en 5e, je vivais avec une de mes tantes, côté paternel. Quand je suis arrivée en 5e, elle a proposé, comme je restais tout le temps seule, j'étais la dernière de la famille, des enfants, elle a proposé que j'aille passer les vacances dans un autre quartier parce que je vivais à l'époque à Bonapriso et j'étais trop renfermée. Donc, elle étant en Europe, elle a proposé que j'aille passer les vacances à PK8 chez une de ses copines pour que je reste au moins dans un quartier où il y a d'autres enfants comme moi et que j'essaie de m'amuser que d'être tout le temps enfermée. Alors moi voici, je me retrouve dans un quartier inconnu. J'avais jamais dépassé Ndokoti. Je me retrouve dans ce quartier pendant les vacances. Il y a des voisins. C'est carrément une communauté quoi. Tout le monde parle à tout le monde. Chose que moi je connaissais pas à l'époque. Tout le monde parle à tout le monde. Les enfants jouent entre eux et tout et tout. Il y a des bagarres. Il y a plein de choses. Alors quand je termine les vacances dans ce quartier, je rentre dans mon quartier. Je commence l'école. Avant de commencer, peut-être quelques temps après que je sois rentrée de mes vacances, je remarque que au niveau de mon sein gauche, il y a comme un petit bouton qui me démangeait énormément. Du coup, je gratte et je le pèse. À force, ce petit bouton s'est aggravé. Ça commence à faire un peu comme la pièce. Donc des petits boutons qui sont tout autour, qui font des petits, et puis ça fait des bris. Alors, des petits boutons qui sortaient tout autour. Et après, ces boutons commençaient à me manger carrément tout le sein. On m'a amené à l'hôpital, on n'a rien trouvé. On disait tout non, c'est juste une infection. Voilà. On m'a donné des médicaments. Les médicaments là ne faisaient qu'aggraver jusqu'à ce que ça a attaqué le second sein. Ensuite, on m'a amené à l'église. On a prié sur moi. On m'a amené, j'ai parcouru franchement toutes les églises. On m'a amené par-ci, par-là. On m'a apporté des médicaments traditionnels, de ces potions qui sentaient même parfois des urines, qui piquaient exagérément, etc. Et rien. Ça ne faisait que me bouffer les deux seins. Donc, de 5e jusqu'à, disons, de 4e jusqu'en terminale, j'ai eu le mal de sein. Ça veut dire mes seins, je mettais comme des papiers hygiéniques pour éviter de salir mon soutien, etc. Et ça me démangeait énormément. J'étais tellement mal à l'aise. Ça faisait comme des petits plaies et autres. Et ça bouffait. C'était horrible. Franchement, j'ai bagarré avec cette maladie pendant des années. Je dis de 4e jusqu'en terminale parce que j'étais partie là-bas en fin 5e. Donc, pendant les vacances où j'allais en 4e, donc de 4e jusqu'en terminale, j'avais cette maladie. Et j'ai parcouru franchement tous les hôpitaux. On n'a rien vu. On m'a même fait une mammographie. On a même regardé si c'était un cancer et autres. On n'a rien vu. Il n'y avait rien détectable. Et puis, moi, franchement, à un moment là même, ça me fatiguait déjà. Un jour, quand je me suis réveillée un matin comme ça, avant d'aller à l'école. J'ai regardé mes seins et j'étais tellement énervée. Et puis, j'ai mis mes genoux au sol et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je suis allée partout. On m'a amené partout, on m'a donné tout. Aujourd'hui, je décide. Tu as dit que c'est toi qui guéris les malades. Aujourd'hui, je décide par cette prière d'abandonner parce que je déclare que je suis déjà guérie. Donc, je ne vais plus rien mettre sous mon soutien. Je ne vais plus mettre des papiers hygiéniques, rien, pas de Kleenex, rien. Et si ça veut, ça coule. Mais je déclare que je suis guérie et que tu m'as guérie. Et je ne vais même plus faire attention à cette maladie. Ceci est terminé. J'ai prié. Et j'ai pris la résolution de ne plus regarder même. Un jour, peut-être un an ou un an et demi plus tard, j'étais en train de me laver. J'ai fini de prendre mon bain. Et puis maman, en passant, elle me dit, hey, je demandais, ton sein là même, c'est comment? Et puis je suis saute, je dis que, hey, attends un peu, je regarde. Je regarde et je constate que je suis complètement guérie. DMG, j'ai guéri sans prendre de médicaments ni rien.
Au contraire, tout ce qu'on me donnait ne faisait qu'aggraver. Je ne sais pas si c'était mystique. Je ne sais pas ce que c'était. Sincèrement, je ne sais pas, je ne comprends rien. Mais tout ce que je sais, c'est que la prière, une prière sincère m'a véritablement sauvée. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui à tous ceux qui vont écouter, c'est que parfois même, la guérison provient même d'une foi intérieure. Parce que parfois, on peut prier sur toi, mais si toi-même, tu ne crois pas que cette prière-là peut t'aider, tu ne vas pas guérir. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. D'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là. Si tu pries, c'est pas sincère, ça ne va, rien ne va se passer dans ta vie. Tu vas prier comme ça en vain. Mais si tu pouvais envoyer même la photo du sang là, on veut voir comment. Hey, ne me jugez pas dans les commentaires, pardon. Quand c'est des photos de serpents, on a dit qu'on a vu le serpent sur l'oreillon, on a filmé. On veut m'envoyer, je refuse. C'est ça, ce n'est que ça qu'on peut envoyer. J'en ai même filmé le serpent là, on va filmer, on va t'envoyer. Vous envoyez à qui? Il faut qu'avec la photo. Quand il y a les bonnes photos que vous pouvez envoyer, vous n'envoyez pas. C'est la photo, on a vu le serpent, on avait vu une grand-mère là, elle était sans caleçon, on a même filmé, on va t'envoyer. Vous envoyez ça à qui? Vous envoyez ça, je fais quoi avec? Quand maintenant il y a un petit bouton sur le sein, on peut même filmer comme ça, grand plan sur le sein. Non, on ne propose pas d'envoyer. Non, les blagues, vous inquiétez pas. Ok, on passe à la 7e histoire. Laissez des likes, commenter, partager, on détend l'atmosphère, c'est comme ça se passe. C'est pas seulement sorcellerie, mystique, tout ça là. Ouais, ça, il faut un peu rire, il faut s'amuser dans le bon sens. Hein. Et faut pas aller dire que DMG TV a dit qu'on va aller maintenant aller faire ceci, faire les partout. Non, je ne suis pas responsable. Hein. Hey. Donc, 7e histoire. DMG, bonjour, bonsoir, et que la grâce vous précède au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis l'homme de Dieu, le prophète Djenedor. Je suis camerounais et je suis au Cameroun pour le moment. Donc, je viens partager avec vous une histoire que j'ai vécue moi personnellement. Je ne dis pas que l'histoire m'a été racontée, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais encore enfant. Il y a de cela très longtemps, j'étais à l'ouest, à Bafoussam. Je me rappelle, j'avais l'âge de 6 ans. Et à cet âge, je n'avais pas encore commencé l'école. Je ne fréquentais pas encore. Alors, je me souviens, tous les enfants ces jours étaient allés à l'école. Tous les parents étaient au travail. Je me souviens, ces jours, j'étais avec une amie avec laquelle je passais ma journée. Et c'était à l'heure de 12h-13h. Nous étions en train de jouer. Et à cette heure, les enfants étaient déjà en train de rentrer de l'école. Progressivement, il y avait des enfants qui étaient en train de retourner à la maison après avoir fini l'école. Alors, nous étions en train de jouer. Je me souviens, il faisait très chaud. Il y avait un soleil très brûlant ces jours. Pendant que nous jouons, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai regardé vers le firmament, c'est-à-dire vers les cieux, et j'ai vu quelque chose comme une silhouette noire. Pour la première fois, j'ai cru que c'était un plastique noir qui s'envolait, peut-être. Donc, j'ai négligé pour la première fois. J'ai continué à jouer. Pendant que je jouais avec la jeune fille, elle avait presque le même âge que moi, 6 ans. C'est elle, à un certain moment, qui me dit, « Regarde, est-ce que tu vois ce qui est au ciel ?» C'est là où je me retourne, je regarde vers sa direction et je vois la même silhouette que j'avais eu à voir. Mais cette fois-ci, c'est elle qui avait pu voir cela. J'ai cru que j'étais le seul à voir, mais elle avait aussi vu cette silhouette. Mais elle a attiré mon attention. Elle m'a dit, est-ce que tu vois ça?
Alors quand nous avons regardé, la silhouette, c'était une silhouette c'était comme un être humain. Je dois dire c'était comme un être humain, mais ce n'était pas un être humain. Parce que je n'ai jamais rien vu de noir de ma vie. Je ne dois même pas appeler ça noir. C'était sombre, une silhouette sombre, très sombre. Vous voyez parfois que quand vous êtes en train de visionner tout le quartier, peut-être toute la cité dans laquelle vous êtes éclairé, ou alors le quartier dans lequel vous êtes éclairé, et quand on coupe la lumière, vous voyez, il y a un sombre épais. C'était un peu ce type de sombre là que manifestait cette silhouette. Et je voyais la silhouette bouger. C'est comme si cette silhouette était en train de descendre une échelle. Mais le problème est que je ne voyais pas l'échelle, mais vu la façon dont la silhouette faisait, c'est comme s'il descendait une échelle. Il ne descendait pas en regardant les marches. Il descendait, vous voyez parfois quand vous êtes sur une échelle, vous descendez sans toutefois regarder en bas pour voir si vous avez bien posé le pied, quoi. Et cette silhouette ne faisait que descendre. À un certain moment, j'ai cru que c'était le vêtement noir que cette personne avait porté. Parce que, je dois dire, pour les débuts, j'ai cru que c'était quelqu'un. C'était un être humain qui était juste habillé en noir. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que je ne voyais pas la chose sur laquelle s'agrippait cette personne. Il était comme sur une échelle, mais je ne voyais pas d'échelle. Il tenait bien des deux côtés. Vous voyez parfois quand vous descendez sur l'échelle, vous tenez les deux côtés de la manche de l'échelle. C'est comme ça qu'il avait tenu la chose, mais je ne voyais pas. L'échelle ne se voyait pas à l'œil physique. À l'œil physique. Mais il descendait une échelle. Il ne faisait que descendre. Au fur et à mesure, il descendait et au fur et à mesure, il se rapprochait. C'est comme ça, mon amie avec laquelle je jouais a dit fuyons. Quand elle a dit fuyons, c'est comme ça que la silhouette s'est tournée brusquement et nous a regardés. Je dois vous dire que cette silhouette était loin, il était très éloigné. Il était au niveau des nuages. Et quand elle a dit fuyons, il s'est tourné brusquement, il nous a regardés. C'est comme ça que nous avons saisi peur, on a fui et la maison était juste à côté. Nous sommes ancrés dans la maison, nous sommes ancrés dans la chambre et nous sommes ancrés en bas du lit. Je me souviens très bien. Quand nous ancrâmes en bas du lit, nous étions saisis d'une peur qui refuse de dire son nom. Nous sommes restés là-bas pendant 30-40 minutes. Après, mon ami a dit qu'il faut regarder si la chose est toujours là. Alors, nous avons guetté par la fenêtre, mais on ne voyait pas bien le dehors. Alors, elle est sortie, parce que moi j'avais vraiment très peur. Elle est sortie, elle a regardé, elle est encore rentrée brusquement. Quand elle est rentrée brusquement, elle m'a dit que la chose est presque arrivée vers nous. C'est comme ça qu'elle est entrée, elle a fermé la porte, elle a barricadé la porte, elle est entrée en bas du lit. Et nous étions en train de pleurer. Nous pleurons parce que on s'attendait à ce qu'il va venir nous chercher. Alors c'est comme ça que tellement nous avons eu peur que le sommeil nous emporte. Nous avons dormi pendant 1 heure. Quand nous nous sommes réveillés, nous sommes sortis, la chose n'était plus là. La chose avait disparu. Malheureusement, quand nous avons raconté cela à nos parents, ils ne nous ont point cru. Ils ne nous ont point cru. C'est plus tard que j'ai compris, quand je dis plus tard, c'est à nos jours-ci que j'ai compris que cette silhouette, c'était un extraterrestre. Comme vous pouvez entendre, les extraterrestres, ça existe. Les aliens existent. Et au fur et à mesure que j'ai fait les études sur ces créatures, j'ai compris que ces choses existent réellement. Et il y a plusieurs races d'extraterrestres. Et ce que j'avais vu était une race. Et comme je le dis encore, je n'ai jamais rien vu de sombre. Cette chose avait une tête, 2 bras, 2 pieds. Mais il était sombre. Très sombre. Je dis bien très sombre, je ne dois pas dire noir. Il était sombre.
Je n'ai jamais rien vu de sombre comme cette chose. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Donc voilà mon histoire. Je dois dire à tout un chacun ici, je suis un homme de Dieu. Dieu m'a fait grâce de faire de moi son serviteur aujourd'hui. Les aliens existent, la sorcellerie existe, la magie existe. Faites très attention. Sans Jésus-Christ, il n'y a point de vie. Sans Jésus-Christ, nul ne peut vivre. Seul Jésus-Christ est la vie. Il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Je vais également en profiter pour passer un communiqué. Je suis DMG depuis longtemps aujourd'hui. Je suis un ancien abonné quand même. Et j'ai beaucoup suivi des personnes partager leur histoire, histoire de sorcellerie, histoire de magie, histoire mystique, histoire de fantômes. Et j'ai entendu également beaucoup demander l'aide. Je suis un homme de Dieu. Pour tous ceux d'entre vous, n'est-ce pas, qui ont besoin d'aide, de prière, que ce soit guérison, délivrance, enseignement de la parole de Dieu, et qui ont aussi besoin de quelqu'un qui va les guider spirituellement, vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp. DMG pourrait vous communiquer mon numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Quand vous venez, vous vous présentez, vous dites dans quel pays vous venez et vous m'expliquez votre situation. Et je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner et peu importe la maladie dont vous souffrez, la sorcellerie qui vous entrave, la magie qui vous entrave, peu importe la situation, le Seigneur vous accordera la solution. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il pourra vous donner ces numéros avec lesquels j'ai envoyé ces messages. Soyez bénis et bonne continuation. Merci beaucoup pour l'histoire. Mais je tiens à préciser que, comme je dis à tout le monde, que ce soit pour les tradipraticiens, que ce soit pour des... Voilà. Je ne mets malheureusement pas les gens en contact. Je ne passe pas les numéros. Parce que je ne sais pas qui est qui et je ne sais pas où ça peut aller demain. J'ai pas envie que mon nom soit utilisé comme... Voilà, c'est passé dans le groupe de DMG TV, il avait donné le numéro de tel et puis on a trouvé la fille là étranglée sur la montagne de Ngongong. Pardon. Pardon. Ce n'est pas moi, je ne veux pas. Non. Je préfère me protéger. Les conseils, les prières, si vous dites par exemple que voilà les prières, elle a prié Jésus et elle a été guérie, je pense que ceux qui sont en train d'écouter comprennent qu'il faut prier Jésus et pour guérir. Donc c'est chacun qui va décider, ok, je vais prier Jésus. Donc si je dois donner mon point de vue sur ce qui concerne tout ça, et ça va être, on va ouvrir un débat. Je préfère moi rester neutre et voilà. Et on continue à écouter les histoires, les enseignements, les erreurs que d'autres ont fait. En fait, les erreurs sont des leçons. Et c'est ces leçons-là qu'on applique ici, là. Voilà. Donc, si tu racontes, tu as fait telle erreur, tu as fait ci, tu as fait ça. Moi, je prends simplement ça et j'apprends et j'évite de tomber dans le piège que tu as fait. Voilà. Dans lequel tu es tombé. C'est tout ce que moi je veux ici. Après, les solutions. C'est pour ça que maintenant, beaucoup vont aller créer des comptes avec DMG TV, dit que je ne propose pas de solution. Et si je commence à faire ça, il y aura tellement de faux comptes qui vont se créer parce que j'aurais fait une fois. D'autres vont prendre ça et dire, mais DMG a l'habitude de faire les trucs de mettre les gens en contact. Je ne fais pas ça. Donc, si tu tombes dans un forum où quelqu'un te dit qu'il va te mettre en contact avec un guérisseur, un tel, ce n'est pas moi. Ce n'est pas DMG TV. C'est un individu qui veut vous duper, c'est tout. Si je commence ça, je vais ouvrir une grande porte pour tellement de scammers, des brouteurs, de tout ça, les gens qui vont venir vous arnaquer, proposer des traitements spirituels, que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit chez les marabouts. Et ça, je ne veux pas. C'est pourquoi je préfère rester neutre. Les gens montrent, raconter les histoires, vous pouvez les chercher, ils sont sur les réseaux. Tous ces gens-là sont sur les réseaux. Si tu es intéressé, tu cherches la personne toi-même. Déjà qui donne les noms, je ne retire pas les noms des gens qui montrent raconter. Il faut même j'appelle les noms. Cherchez-les vous-même. Ils sont sur Facebook, TikTok, Facebook et tout ça et tout. Voilà. Donc je préfère me laver les mains comme ça. Sinon mon nom va être utilisé à tort et à travers. Ça, je ne peux pas me déranger.
8e histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir. J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Je dis bonsoir à tout le monde qui m'écoute. Et je suis sénégalaise. L'histoire que je vais raconter, c'est mon histoire moi-même. Je l'ai vécue moi-même et je continue à le vivre jusqu'à maintenant. Parce que ça fait quelques années de cela. J'ai vécu une histoire qui me poursuit jusqu'à maintenant. Je m'étais mariée avec un homme sénégalais depuis 2000. En 2000. Et on a vécu 4 ans, moi et lui, jusqu'à 2004. 2004, il y avait eu des petits problèmes entre moi et lui jusqu'au divorce. Et on a divorcé. Et je vais vous parler de la sorcellerie. Mon histoire concerne la sorcellerie. Et on a divorcé depuis 2004, moi et lui. Mais après notre divorce, moi, je ne pouvais pas le laisser parce que je l'aimais toujours. J'ai couru après lui. On se voyait. On passait même les nuits ensemble. Donc, je gardais toujours dans mon cœur que peut-être un jour, on se remettra ensemble. Mais un jour, je suis allée là-bas. On a passé la nuit. Le matin, il m'a annoncé que il est marié. Il est à nouveau marié. Donc, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de le voir. J'ai laissé tomber. Parce que je savais que ça ne serait plus possible de se remettre ensemble. Parce que c'est sa famille qui ne m'aimait pas. Donc, ils ont tout fait pour me séparer avec lui. C'est sa sœur, sa grande sœur. Mais depuis qu'on s'est divorcé, moi et lui, ça fait, en 2023 là, ça fait 19 ans. Je ne peux pas trouver un mari. J'ai tout fait. Je me suis lavé n'importe où, avec n'importe quoi. Mais jusqu'à maintenant, je ne peux pas trouver un mari. Et depuis tout au début de notre divorce, on me disait tout le temps que ton mari t'a assis quelque part, t'a fait asseoir quelque part. Tant que tu ne t'es pas levé là où il t'a assis, tu ne pourras pas te marier. Il m'a fait des choses, lui et sa famille. Ils m'ont fait des choses que je ne peux pas m'en débarrasser. Je ne peux pas m'en débarrasser. J'ai tout fait, mais vraiment, je ne peux pas trouver un mari. Quand j'ai divorcé, j'étais très jeune. Parce que moi, je m'étais mariée très jeune, oui. Maintenant, j'ai plus de 40 ans. Je ne peux pas trouver un mari ni un enfant. Heureusement pour moi, avant de me marier avec lui, j'avais une fille. Ma fille, maintenant, elle a grandi. C'est une dame. C'est une petite dame, oui. Et jusqu'à maintenant, je ne peux plus trouver un mari ni un enfant. Ils m'ont fait du n'importe quoi. Même pour faire quelque chose, pour m'en sortir, c'est tout un problème. Même si j'ai de l'argent, j'investis quelque part pour gagner quelque chose, je ne gagnerai rien du tout. L'argent disparaît comme ça.
parce que tout ça, c'est eux qui m'ont fait. Vraiment, je suis quelqu'un qui croit trop à mon Dieu. Parce que moi, je suis orpheline de maman, de père et de mère. Maman, je ne l'ai même pas connue. Elle est décédée quand je prenais encore le sein. Donc, mon papa, lui, il est décédé en 2005. Donc, je suis orpheline de mère et de père. Mais mon Dieu ne m'a jamais laissé. Non. Il me sort de toutes les situations. Mais cette situation, vraiment, j'ai l'impression que mon Dieu, il voulait me faire rencontrer cette situation pour mieux connaître les gens. C'est ça. Donc, si tu peux faire écouter mon histoire au monde, peut-être je peux trouver quelqu'un parmi les gens qui vont écouter, quelqu'un qui va m'aider. Je veux bien si je trouve quelqu'un qui m'aide, parce que on est des Africains, tous les Africains sont les mêmes. On est des parents, donc toute l'Afrique, on est des parents. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider parmi mes frères ou mes sœurs ou mes pères, mes mères, donc j'en serai heureuse. C'est ça mon histoire. Et merci. Vraiment, je suis très content de ce concept que tu as créé. Ça me fait plaisir d'écouter tes histoires, d'écouter les histoires des Africains. Parce que il y a dans l'Afrique, il y a des bons, dans tout le monde, il y a des bons, il y a des mauvais. Et en Afrique, ce qui n'est pas bon chez nous, c'est ta famille même qui te coupe les pieds. Donc, c'est ça quoi. Moi, j'ai des problèmes avec ma famille qui me font du n'importe quoi à cause de mon étoile. Comme ma maman ne vit pas, donc c'est un peu difficile quoi. C'est ça. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Wallahi, je suis musulmane moi. Et je crois en Dieu. J'ai confiance à mon prophète, paix et salut sur lui. Et je pratique bien. Donc, la main de Dieu, il est toujours sur moi. Toujours. Wallahi. Donc, merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Et bonne soirée à toi aussi. Voilà, en commentaire, vous allez proposer vos solutions. On passe à la 9e histoire. Bonjour. L'histoire se passe à Paris. Bonjour. C'est l'histoire de la sorcière de Paris. Son nom, c'est Congolibon. Yeah. Je lui donne le nom de Congolibon, la sorcière de Paris. Je connais la sorcière de Paris depuis la 6e, depuis le Cameroun. Je la connais, on a fait la 6e, 5e, 4e, 3e ensemble à Douala. Et on s'est séparés. Et après, on se retrouvait en France. Elle a fait 20 ans en France sans avoir les papiers. Et là, maintenant, elle a les 1 an. Donc, elle n'a même pas encore les papiers définitifs, mais elle a les 1 an, donc ça va beaucoup mieux, quoi. Donc, elle, étant jeune, j'allais dormir chez eux, elle venait chez nous, on se baladait, on faisait le tour de la ville, comme toute adolescente, quoi. On marchait ensemble, on se baladait ensemble, on faisait nos petits coups, comme on appelle au pays, les mapanes, on faisait nos mapanes ensemble.
et tout et tout. Donc Madame Congolibon, son histoire c'est que nous on ne savait pas, parce que vous voyez les enfants ils marchent ensemble mais ils savent pas qui est qui. On n'a jamais su qu'elle était sorcière. Voilà ce qui se passe arrivé à Paris. On se retrouve à Paris, on fait des fêtes ensemble, on s'enjaille, on monte, on descend. Tout le monde travaille sauf elle. Elle ne bosse pas. Son mari, c'est un féman. Son mec, c'est un féman. Il va voler, il vient lui donner. C'est comme ça qu'ils vivent. Même pour manger, parfois ils vont dans les supermarchés, volent la bouffe, ils mangent. Bref. Mais toutes ses copines se plaignent d'elle. Elle est très très sociable, elle connaît beaucoup de personnes, elle visite beaucoup de personnes, elle est vraiment une fille populaire. Elle est gentille, elle aime faire la bouffe. Madame Congolibon, elle aime faire la bouffe, elle est dans toutes les fêtes, les mariages, les baptêmes, elle est partout. Mais elle montre un visage très sympathique aux gens. Elle est très gentille. Mais au fond d'elle, elle n'est pas gentille. Au fond d'elle, elle n'est pas contente. Donc, je pars d'Atlanta. Je suis à Atlanta. Je pars d'Atlanta. J'arrive à Paris. Elle vient me chercher. Je vais chez elle. On décide de faire une petite soirée ensemble entre filles. On va au restaurant. Parce que la journée commence où je porte les lunettes Ray-Ban et puis je porte un t-shirt Céline avec un jean, avec une petite veste toute pimpante, toute belle. Et on se balade toute la journée. Moi, quand je reviens d'Atlanta, je lui apporte une belle robe et elle regarde dans mes affaires, elle dit ça me plaît. Je lui dis mais prends. Je lui apporte les make-up, je lui apporte plein de cadeaux, elle est contente et tout et tout. Dans ma tête, ça va bien. Je retrouve ma copine, ma pote. Madame Congolibon, on sort, on va se balader en journée. On se retrouve au restaurant vers 19h. On finit le resto vers 22h. Parce que d'autres amis viennent nous rejoindre au restaurant. On se balade, on mange, on boit. On picole bien. On est peinté, quoi. Après, on devait sortir encore en boîte le soir. Là, il est à peu près minuit. On devait juste aller se changer pour aller en boîte parce qu'on était invités et attendus. Surtout moi, j'étais invitée et attendue en boîte. Mais quand on va chez elle, c'est vrai qu'on a bu beaucoup de champagne et moi-même j'étais fatiguée. Je lui dis, oh là là, j'ai pas envie de partir. On a mis les enfants au lit. J'ai dit, j'ai pas envie de sortir ce soir. On nous a appelés fatigués. J'ai dit, j'ai pas envie de sortir. Je vais rester au lit. J'ai pas envie. J'étais fatiguée, non seulement le voyage et tout, j'étais fatiguée. Bref, on dort. Je me réveille, je prends ma douche. Le matin, je prends ma douche. Je cherche mon t-shirt que je portais quand je suis venue. Il est porté disparu. Je retrouve pas mon t-shirt. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon t-shirt? Je fouille partout. Je passe la journée à fouiller la maison. Je retrouve pas mon t-shirt. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon t-shirt? Je fouille partout. Je passe la journée à fouiller la maison. Mon t-shirt, il n'y est pas. Mes lunettes Ray-Ban n'y sont pas. Je lui dis, mais purée, peut-être que les souris l'ont traîné dans les fosses septiques. Qu'est-ce qui se passe? Les souris ont volé mon t-shirt. J'avais porté un t-shirt Céline. Où est passé mon t-shirt? Nous sommes deux adultes, deux petits enfants. Où est parti mon t-shirt que je portais hier soir au resto et tout? Où elle a mangé mon t-shirt dans la sorcellerie? Ou qu'est-ce qu'elle a fait? Bref, après, je laisse ma valise chez elle. Je pars chez nous. Parce que moi, j'habitais un peu plus hors de Paris. Je pars chez nous. Et je reviens une autre journée avec mon frère qui a la voiture. On vient chercher ma valise. Quand elle ouvre la porte, elle me remet ma valise. Elle me dit, tout est dedans. Je dis, ben oui, je ne suis pas inquiète. Je laisse mes affaires chez toi et je ne suis pas inquiète.
je prête pas attention au fait parce que j'ouvre pas la valise devant elle pour essayer de voir où sont passées mes choses. Non, je fais pas ça. Je rentre quand j'arrive chez moi. Je fouille la valise, je regarde ma valise, mais mes affaires manquent. Après, je l'appelle, je lui dis, ben, j'ai des trucs qui manquent. Elle me dit, non, j'ai rien pris, au fait, tout est là. Peut-être la même chose qui s'est passée avec mon t-shirt. Elle est rentrée dans ma valise, elle a volé des trucs. Jusque-là, c'est pas très grave, c'est juste du matériel, c'est du vêtement, c'est des chiffons. On va pas s'attarder à ça. La vie continue. Après, je me sépare d'elle, je la vois pas pendant très longtemps. Un jour, elle me dit, ben, invite-moi à dîner. Je lui dis, ok. Elle me dit, je veux aller dans le 17e. Je vais aller manger le taro quelque part. Je dis, il n'y a pas de problème, tu viens. On se retrouve là, à Marcadet. On va aller manger le taro et tout. On mange le taro et tout. Après, on se sépare. Après, moi, je la vois plus pendant longtemps. J'entends seulement son nom de gauche à droite, le Congo, ça, si. Après, moi aussi, je fais ma petite vérification. Je fais mon investigation aussi. Je me rends tout ce que les filles parlaient. On était peut-être une douzaine de filles comme ça qu'on se connaissait depuis l'enfance. On se fréquentait, on s'invitait. Quand on a des anniversaires, on s'organisait, on se mettait ensemble. Elle a séparé tout le monde autour d'elle. À dire que moi, je passais la nuit avec elle dans le même lit. Et je faisais des cauchemars, je rêvais. Mais je ne savais pas ce qui se passait. Je lui disais souvent, j'ai fait des mauvais rêves, j'ai fait des mauvais rêves. Mais je ne savais pas ce qui se passait. Il s'avère, la fille, elle est sorcière. Elle sépare tout le monde de son mari. Personne autour d'elle ne peut rester marié. Elle sépare tout le monde. Toutes ses copines sont séparées de leur mari, de leurs copains, les pères de leurs enfants. Elle sépare tout le monde autour d'elle. Et pourtant, elle va célébrer les mariages. Quand il y a mariage, elle y va, elle y est. Elle s'habille bien, elle se met propre, elle vient, elle se présente, elle fait des photos et tout. Mais le mariage ne dure pas. Elle a séparé 12 mariages, 12 filles. Un jour, moi je ne savais pas ce qui se passait. Un jour, je cause avec une fille. La fille me demande si j'ai de ses nouvelles. Je lui dis non, ça fait longtemps, je n'ai pas de ses nouvelles. Tu sais que moi je lui réponds à la fille, tu sais, je suis sa bête noire. Elle dit souvent à son mec, quand on fait des photos, quand on va à une fête, elle dit à son mec de pas poster les images que j'ai avec eux, de ne pas les partager avec moi. C'est son mari son copain qui me l'a dit. Son mec, ils sont séparés depuis très longtemps. Mais quand on sortait il y a longtemps et qu'on faisait des photos, je demandais à son mec, mais tu nous as filmé hier, mais envoie-moi les photos. Son mec me disait non. Madame Congolibon a dit que je te donne pas des photos. Que je te les donne pas. Parce que c'est toujours toi qu'on voit et elle veut pas que tu aies des images. Je dis ok. Bref, après je cause avec des autres filles. Une fille me dit non, tu sais, c'est elle qui est derrière ma séparation. Je cause avec une deuxième personne, me dit non, tu sais, c'est elle qui est derrière ma séparation. Je cause avec elle, l'a séparé 12 filles. 12 mariages. Elle a séparé 12 mariages à Paris. Madame Congolibon, elle est dans les réseaux sociaux. Sûrement, elle va écouter cette vidéo. Elle va savoir que je suis au courant. C'est pour ça que moi aussi, je me suis éloignée d'elle de très loin. Ça veut dire que je la vois de très très loin. Si je la vois dans la rue, je lui dis bonjour, mais non, je ne peux plus jamais l'appeler. Donc, c'est pour dire que parfois, on dort avec des gens. Les gens nous prennent nos sous-vêtements, nos t-shirts, nos habits, nos trucs. On ne sait pas ce qu'ils font avec ça dans la sorcellerie. Et je vous confirme, cette fille, c'est une sorcière. Elle a séparé 12 couples, 12 mariages, y compris mon mariage. Elle a fait toute une scène la veille de mon mariage. Elle a fait toute une crise incroyable.
incroyable, une crise incroyable. Elle déteste quand ses copines sont heureuses, elle déteste quand ses copines sont mariées. Elle marche dans la sorcellerie, elle dort avec ses copines, elle va passer les week-ends chez ses copines et elle les ensorcelle dans la nuit, elle sépare leur mariage. Toutes les 12 filles ont témoigné la même chose. Et moi, j'ai fait mon investigation moi-même en personne. Je vous dis, elle sépare les couples. Elle a séparé tout. 12 couples, y compris le mien. Madame Congolibon de Paris. Ton karma arrive. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Madame Congolibon, la légende. Merci de liker, commenter et partager. On va passer à la dernière histoire. 10e histoire. Salut DMG, j'espère que tu vas bien. Personnellement, je vais super bien. Ok, donc du coup, mon histoire se passe il y a 4 ans de cela. J'avais 16 ans. J'étais au Togo, dans un quartier qu'on appelle Baguida, un quartier qui est près de la mer. Donc du coup, moi et mes potes, on avait l'habitude de patinager et tout pour se détendre. Et à 16 ans, sans vous mentir, j'avais une vie sexuelle vraiment très active. Par semaine, je pouvais me faire 3 filles différentes. Hein. Et c'était rare qu'une fille me disait non. Quand je partais vers une fille, elle me disait oui. Après, on se prenait dans la chambre, c'était rare, vous connaissez la routine. Et c'est comme ça que les filles de mon quartier même m'avaient surnommé coureur du jupon et tout, même les filles de mon école. Bah, c'était comme ça en fait, voilà. Donc, c'est comme ça, un dimanche, je pars avec mes potes pour nager. Je nageais. Et là, je vois une fille de teint clair. Elle était hyper belle. La fille belle, j'en ai vu de ma vie, mais quand je l'ai vue, vraiment, wow! Mais vas-y, je me suis dit, et j'ai dit à mes potes, yo, mec, celle-là, je vais la manger. Genre, je vais me la taper et tout, tu vois. C'était comme ça. Et j'avais 16 ans, mais quand tu la vois, elle était assez belle, forme assez bien, tu vois, genre, vas-y, genre, t'as capté les filles africaines, tu vois. Et c'est comme ça que je décide de partir. À 16 ans, je me battais les couilles, tu vois, j'avais tellement confiance en moi et tout. Donc, je pars, elle est tellement réceptive et tout. Je me présente, elle se présente, elle me donne son nom, on commence par parler. Et là, je fais quelques petites remarques. Je vois qu'elle avait 3 traits sur son front. Du coup, elle était de teint clair, donc ça se faisait tellement voir et tout. Elle mangeait du cola et elle avait son nom tatoué sur son bras. Mais c'est des petits trucs que j'ai pas vraiment prêté attention. Je me suis dit, j'ai même pas pensé au côté spirituel, tu vois. J'avais 16 ans, j'étais con et tout, donc tout ce que je voulais, en plus sa beauté m'avait tellement hypnotisé, genre je pensais qu'à vouloir me la faire en fait. Donc c'est comme ça, on a parlé, on s'est présenté et un moment venu, je lui ai proposé de nager avec moi et c'est comme ça, sans hésiter, il a accepté, on est parti, on a nagé, on a commencé par nager et j'ai commencé par devenir un peu collant, c'est-à-dire je lui touchais un peu ses parties et tout, mais apparemment ça n'avait pas l'air de lui déplaire, donc c'est un truc qu'on a continué. Après qu'on a fini de nager, on a échangé les contacts. Je suis rentré chez moi avec mes amis, elle est partie de son côté. Mais cette nuit-là, il y a mes amis qui m'ont fait une remarque, ils m'ont dit que j'avais un parfum assez fort sur moi. Donc, sur le coup, j'avais pas pris ça tellement au sérieux. Je me suis dit, bof, c'est ça, genre, je prends soin de moi, donc du coup, c'est évident que je sente bon et tout. Donc, et le parfum était resté sur moi. C'était un parfum assez piquant, genre, qui sent bon, en fait. Voilà. Si je dois définir ce parfum, vous voyez le parfum des musulmans, là, il y a un parfum qui sent un peu on appelle ça le Ousna en Côte d'Ivoire, mais je connais pas les noms et tout. Ça tend un peu, c'est pas genre l'odeur exacte, mais ça tend un peu vers ça. Donc c'était un peu ça que j'avais sur moi. Et un jour, 2 jours après, l'odeur est partie. Mais pendant ce temps, j'avais continué à parler avec elle sur WhatsApp parce qu'on avait changé les contacts et tout. Donc on se parlait, tout allait bien. Elle était toujours hyper réceptif. Donc c'est comme ça, environ 3 jours après,
on se voit dans un coin de mon quartier, un espace vert. C'est comme ça qu'on a appelé ça, genre l'espace vert. C'est-à-dire, c'est un espace avec des gazons, des arbres, des bancs et tout. Donc, mais quand il fait soir, là-bas, c'est hyper sombre. Donc, c'est là-bas qu'on s'est vu vers 19h et tout. Et on s'est embrassé, on a parlé, on s'est rien embrassé, je les touche, mais c'est pas aller loin. Voilà, c'est juste des petits trucs et tout. Et après ce jour, je pouvais dire qu'on était ensemble. Hein. Ouais, je pouvais dire qu'on était ensemble. On se voyait vraiment très régulièrement. On se voyait. Et il y avait un truc qui me gênait un peu. Elle aimait beaucoup manger la cola et elle aimait beaucoup nager. Voulait tout le temps partir à la plage et tout, donc mais ça me gênait, mais je trouvais pas vraiment d'inconvénients et puis je voyais pas tellement le côté spirituel, tu vois. Mais il y a un truc qui a vraiment changé de ma vie après que je me suis mise en couple avec elle. C'est-à-dire, de un, j'ai arrêté d'être un garçon frivole. Ça me fait mal de le dire, mais vas-y, je reconnais que j'étais frivole. J'ai arrêté d'être un garçon frivole. Et puis j'étais fidèle à 100%. Voilà. Donc après que je me sois mis en couple avec elle, ma vie a commencé par changer sur le plan positif. À l'école, je foutais rien. J'étais en seconde. Ouais, j'étais en seconde. Et à l'école, je foutais vraiment rien. Et à 80%, c'était sûr que je faisais ma classe et tout. Mais quand j'ai rencontré, tout a commencé à aller bien. Les professeurs ont commencé par m'aimer. J'avais les petits bobos avec mon papa qui se sont réglés assez rapidement jusqu'à il est venu me rejoindre au Togo. Et il a donné l'argent à chacun de mes professeurs, chacun de mes censeurs, chacun de mes surveillants, en fait, tu vois. Là, il a arrosé tout le monde, là. Et bon, c'est un truc que je suis pas fier, mais c'est des réalités, hein. Et c'est comme ça que j'ai passé en classe supérieure. Et après ça, tout a commencé à aller super bien dans ma vie. Et l'année 2018, cette même année-là, j'étais toujours avec elle, mais je suis parti en vacances en Côte d'Ivoire, mon pays. Et là-bas, j'ai eu accouché avec d'autres filles. J'ai eu accouché avec d'autres filles et tout. Mais pourtant, j'étais toujours avec la fille que j'avais rencontrée, tu vois. J'étais toujours avec elle. Je lui parlais toujours quand elle me demandait est-ce que tu me trompes, etc. Je lui répondais que non, que je l'aimais. Tu vois, genre, je lui ai jamais manqué de respect quand je faisais avec d'autres filles auparavant. Donc, c'est comme ça que je suis revenu au Togo. On a continué notre relation, tout était bien. On a continué à sortir ensemble, à avoir des relations. Et bizarrement, au Togo, je la trompais pas, hein. C'était au calme. Et c'est comme ça. Et l'année qui a suivi en 2019, j'ai mon daron qui a décidé de me faire partir aux États-Unis parce que là, en premier au Togo, il y a le probatoire et c'est un truc qui fait beaucoup échouer, tu vois. Donc du coup, c'est comme ça que mon père décide de me faire partir aux États-Unis, moi et ma mère. Et c'est comme ça que je suis parti aux États-Unis. Donc, arrivé aux États-Unis aussi, je me suis mis en couple avec une fille congolaise. Quand je suis arrivé, c'est-à-dire je suis arrivé en septembre, donc du coup quelques semaines après, j'ai commencé les cours. Donc je me suis mis avec une Congolaise. Et la Congolaise, quand je suis arrivé, c'est-à-dire je suis arrivé en septembre, donc du coup quelques semaines après, j'ai commencé les cours. Donc je me suis mis avec une Congolaise. Et la Congolaise, après un mois de relation, je l'ai laissée. Et pendant ce temps, je continuais à parler avec la fille, hein. Genre, je continuais toujours à parler. On était tout le temps ensemble, tout allait super bien et tout. Et c'est comme ça, hein. J'ai fait 3 ans aux États-Unis et je suis toujours ici. Et j'ai pas encore eu de relations sérieuses, tu vois. J'ai des relations qui font 1 semaine. 1 semaine, ouais, c'est plus, mais c'est vrai. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais j'ai pas encore eu quelque chose de sérieux pendant ces 3 années et tout. Mais je parle toujours avec elle, on est toujours en bon thème et tout. Et voilà. C'est pour dire au fait que, en vrai, c'est pas tout ce qui... Ce n'est pas pour dire quelque chose, monsieur. J'ai voulu jouer l'histoire-ci simplement parce que je reçois des histoires comme ça
à longueur de journée. Et après, ça devient fatigant. Tu ne peux pas envoyer ton histoire qui est censée être mystique et tu nous racontes tes ébats sexuels. Je suis quelqu'un de très calme et de très posé et je respecte tout le monde. Mais il ne faut pas exagérer. C'est trop. C'est quoi? Histoire mystique et tes ébats sexuels là, tu racontes une histoire de 10 minutes et c'est à la fin que tu veux donner un conseil comme quoi il ne faut pas chercher les femmes. Ce n'est pas, ici là, ce n'est pas Carton Rouge, l'émission Carton Rouge, mais ce n'est pas ça va se savoir. Ce n'est pas le Bachelor qu'on est en train de faire ici. Hein? Il n'y a que l'émission même encore qui. Ce n'est pas Telenovelas ici. Tu ne peux pas venir ici nous perdre 10 minutes pour nous raconter tes ébats sexuels. Tous ceux qui ont l'intention d'envoyer des histoires et qui vont tomber sur cette vidéo, s'il vous plaît, c'est uniquement des histoires mystiques qui ont trait avec la spiritualité. Des trucs, voilà, on veut voir des trucs, on veut des trucs mystiques, des trucs compliqués, des incantations, des rituels, des sectes, et tout. C'est ça qui nous concerne ici. Vos relations amoureuses ne nous concernent pas et ça ne me concerne pas, en fait. Donc, s'il vous plaît, je n'ai pas envie de mal parler ou bien de mal répondre sur WhatsApp. Je préfère venir ici passer un message général. Je ne suis pas intéressé par vos ébats sexuels. Voilà. Donc, merci beaucoup. Excusez-moi pour la dernière histoire. On continue demain, 10 histoires demain à 12h sur YouTube. Voilà, bonne soirée. Portez-vous bien.